Alors, bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce webinaire que Normand et moi sommes heureux d'animer pour une Assemblée générale virtuelle dynamique. Et le dynamique est en rouge, parce que c'est surtout là-dessus que va être porté le séminaire. Alors, nous commençons tout de suite avec les présentations. D'abord, avant même de nous présenter la plateforme. Euh, la plateforme Zoom, en ce moment, nous permet de vous montrer un partage d'écran. Donc, c'est notre présentation PowerPoint que vous avez à l'écran. Et vous avez également euh, des, des, euh, la possibilité de voir non seulement Normand et moi, mais tous ceux qui avaient votre caméra ouverte. Euh, et là, vous pouvez déplacer, si vous cliquez en haut de cette fenêtre-là, vous pouvez la déplacer où bon vous semble. Et nous vous conseillons de non pas faire le premier bouton à droite, qui est la mosaïque, ou en anglais Show Grid Video, ou bien euh, le dernier à gauche qui est de réduire toutes les personnes, mais bien d'y aller avec le bandeau, donc le deuxième icône en partant de votre droite, celui où il y a deux écrans superposés. Comme ça, de cette façon-là, vous pourrez voir Normand et moi qui successivement allons vous faire ce webinaire. Euh, pour tous les gens qui sont présents, on vous rappelle que nous allons enregistrer ce webinaire-là. Donc, d'entrée, euh, vous aviez votre caméra désactivée et votre micro désactivé, mais vous pouvez choisir de l'activer de nouveau. Donc, plusieurs d'entre vous avez réactivé votre caméra. Juste vous dire que avec votre caméra réactivée, vous risquez d'être enregistré également. Si vous ne voulez pas l'être, coupez votre caméra, soit en allant sur votre propre image avec les trois petits points, ou bien en allant en bas à gauche, coin inférieur gauche de votre écran pour être capable de désactiver votre caméra de façon à ce qu'on voit seulement Normand et moi. Il y a quelques personnes, par exemple, Mme Desjardins, qui avait réactivé votre micro. Euh, donc, même chose, on vous demande de le garder, c'est ça, à mute si c'est en anglais ou à silencieux si votre clavier est en français. Donc, pour la plateforme Zoom, on s'arrête là, on n'ira pas beaucoup plus loin parce que le but de ce webinaire-ci, ce n'est pas d'y aller sur les éléments techniques, mais plutôt sur les éléments de fond qui nous permettent de faire d'une assemblée euh, une assemblée plus dynamique. Donc, je répète pour les gens qui viennent de se joindre à nous, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de se joindre à nous dans les dernières secondes. Nous allons enregistrer ce webinaire. Donc, si vous ne voulez pas être enregistré, on vous demande de désactiver votre caméra, s'il vous plaît. Alors, euh, et si vous ne savez pas comment le désactiver, euh, allez sur votre propre image et vous allez avoir trois petits points au coin supérieur droit et vous allez pouvoir désactiver. Donc, je répète, le webinaire est enregistré. Nous allons nous présenter. Donc, Normand et moi allons faire la formation. Donc, je commence par laisser la parole peut-être à Normand, puisque je parle depuis le début. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Merci de nous faire confiance encore une fois. Alors, Normand Gilbert, ça fait 4 ans que je suis au Centre Saint-Pierre. Auparavant, j'ai été 7 ans coordonnateur du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Et auparavant, j'ai été 23 ans à la table ronde des organismes volontaires d'éducation populaire autonome en Estrie. Grosso modo, c'est ça. Donc, j'ai une certaine expérience là, dans le communautaire comme tel. Voilà. Moi, mon nom est Emmanuel Soto. Depuis 1997 que je donne des formations au Centre Saint-Pierre et depuis 2015 à temps plein. Et mon champ de force, c'est le leadership créatif et inclusif. Donc, dans l'ensemble de mes mandats, c'est ces deux préoccupations-là que j'ai souvent en tête. Donc, la première, c'est d'être inclusif, de laisser personne de côté. Et la deuxième, c'est l'aspect créatif avec lequel on doit composer, surtout en cette période qui nous demande de tout chambouler nos pratiques et d'en intégrer des nouvelles. Alors, l'intention de ce webinaire-ci, encore une fois, c'est une intention non seulement de communiquer les différents éléments qui sont importants pour une assemblée générale, mais également comment la rendre plus dynamique. Donc, en conséquence, nous allons faire le webinaire en trois parties. Une première partie, ça va être vraiment les éléments qui sont davantage relatif au cadre, le cadre légal, le souci démocratique que Normand va aborder. Et ensuite,
Il va me passer la POC, comme on dit en bon québécois, pour les éléments de dynamique. Et ensemble, nous allons voir les éléments qui sont un petit peu plus délicats, comme le vote et autres questions, si vous en avez soulevé. Donc, évidemment, pour les questions, on vous demande de ne pas utiliser tout de suite la plateforme de clavardage. On sait que plusieurs personnes sont habituées avec Zoom, donc de nous écrire en privé, etc. Mais là, comme vous êtes pour l'instant 71 participants, on en attend 80, bien, si tout le monde se met à nous écrire en privé, vous pensez bien que ça va être difficile de maintenir le flow. Donc, on vous demande vraiment de ne pas euh, euh, tout de suite utiliser le clavardage, surtout en mode privé, mais de le garder vraiment pour les questions que vous aurez après chacune des parties. On va faire une partie et ensuite vos questions. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on ouvrira le chat ou la plateforme de clavardage. Alors, on vous invite donc à noter vos questions. Donc, les thèmes abordés, parce que des fois, on se fait demander de quoi on va parler exactement pendant le webinaire. Donc, les aspects légaux, comme on le disait, les éléments liés aux enjeux démocratiques, l'efficacité aussi des types de convocation, parce que souvent, une des peurs qu'on a lorsqu'on accompagne les gens qui nous sont communiqués, c'est quel genre d'invitation on fait selon le contexte. Évidemment, ça change. Donc, on va aborder cet élément-là. Également, le cœur de la présentation, comment dynamiser et comment rendre nos AGA plus interactives. Donc, pour ça, on va parler des moteurs d'engagement et également de la présidence d'assemblée qui sont en lien. Donc, ce n'est pas juste présider, mais présider avec une intention qui est différente selon ce que l'on veut obtenir de notre AGA. Et finalement, on va y aller avec le vote virtuel et secret, parce qu'on sait très bien que ça représente déjà un enjeu en personne. Alors, quand on est en assemblée virtuelle, ben, c'est un élément important. Et évidemment, l'élection des dirigeants au CA sur laquelle on va revenir pour terminer le webinaire. Évidemment, si vous avez des questions qui nous amènent ailleurs, ça va nous faire plaisir, Normand et moi, d'y répondre. Donc, voici les thèmes abordés et je laisse tout de suite... oh non, je ne laisse pas tout de suite la parole à mon ami Normand. Une dernière chose, avant de commencer, le fameux SVP. Les gens qui sont familiers avec nos formations sont familiers également avec le SVP qui ne nous appartient pas. Ça appartient à Guy Loboterf en pédagogie. Donc, l'idée, c'est tout le long du webinaire de se dire, est-ce que j'en sais assez? Est-ce que mes groupes et moi avons la capacité de faire ce qui est suggéré? Est-ce que la volonté est présente? Parce que si un des trois éléments n'est pas là, bien, il faut évidemment adapter notre pratique. Donc, juste pour y aller de manière plus concrète, si les pistes que Normand et moi vous suggérons, on sait quoi faire, ça nous tente de les faire, mais qu'il y a une impossibilité de le faire, pour quelque raison que ce soit. Ça peut être parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les plateformes électroniques, parce que nos participants... Bon, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles vous pouvez ne pas être capable. Bien, à ce moment-là, ça change la donne dans votre écoute. Des fois, on sait quoi faire, on peut le faire, mais la volonté n'y est pas. Là, c'est un petit peu différent. Si les participants ne veulent pas, des fois, vu qu'on a le chapeau de président d'Assemblée, des fois, il y a moyen d'insuffler cette volonté qu'on a. Si, par exemple, nous, on est convaincu de quelque chose, on a un fort pouvoir. Lorsqu'on est en présidence d'Assemblée, on a un chapeau qui nous confère un pouvoir énorme. Par exemple, à ce moment-ci, si moi, avec mon chapeau d'animateur que je suis ou de formateur, je vous dis, pour moi, c'est important que l'on sourie. Donc, les gens que je vois à l'écran, j'aimerais ça, voir un sourire. Ça va être très difficile. Peut-être qu'il y a des gens qui, bon, nous sont sympathiques, puis que, tu sais, qui ont beaucoup de bienveillance, puis qui disent, OK, on va sourire pour y faire plaisir à Manu, mais c'est forcé. Avec mon attitude en ce moment, c'est comme si, comme je n'incarne pas ce que je demande, je suis en train de vous demander l'impossible. Alors que si moi-même, j'ai beaucoup plus grand sourire dans ma voix et physiquement, c'est très difficile de ne pas sourire. Les gens que je vois actuellement, il y a quelque chose de très contagieux. Donc, le pouvoir qu'on a, il est énorme. Donc, si nous, on n'a pas la volonté d'appliquer une des stratégies qui est suggérée, bien, on laisse tomber ça. Parce que nous-mêmes, même si on y croit à ce qui est suggéré, bien,
les gens, c'est sûr qu'ils n'embarqueront pas parce que ce qu'on est va parler beaucoup plus fort que ce qu'on dit. Tu sais. Donc, euh, très important la question de la volonté. Il faut qu'on y croit à ce qu'on vous suggère. Si vous n'y croyez pas, on passe à l'autre. Et finalement, des fois, on dit vouloir, c'est pouvoir, mais il y a des choses super importantes quand on fait une assemblée, vous le savez comme moi, notamment le cadre légal et le cadre démocratique par lequel on va commencer, qui sont super importants parce que si on les ignore, même s'il y a beaucoup de volonté, puis même s'il y a beaucoup de capacité dans notre groupe, on risque de passer à côté de notre intention première lorsqu'on fait des AGA. Alors, je me tais et je passe la parole à mon ami Normand Gilbert. Merci, Manuel. Alors, vous allez voir dans la prochaine, c'est tout simplement un rappel ou un rafraîchissement des obligations légales. Des fois, on s'en souvient plus ou moins. Et les références à nos règlements généraux, souvent, on fait ça juste quand il y a des petits problèmes. Alors, on va les afficher, les 4 éléments obligations légales. Alors, juste pour vous rappeler qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de au niveau légal, l'Assemblée générale n'a pas beaucoup de pouvoir. Alors, perdons l'idée que l'Assemblée générale, légalement parlant, est souveraine. Alors, Manuel va afficher les 4 éléments. Alors, le premier élément, c'est évidemment d'élire les membres du conseil d'administration. Vous avez les articles à côté de loi, là, et ce que ça signifie aussi à travers ça, bien, ça veut dire que c'est l'Assemblée générale qui, évidemment, peuvent les destituer comme tels. Alors, l'autre, le numéro 2, parce qu'on va aller quand même assez rapidement, ratifier les modifications aux règlements généraux. Alors, sur cette question-là, on va y revenir tantôt. Ratifier les modifications aux règlements généraux, je rappelle que le conseil d'administration a le pouvoir de modifier certains éléments des règlements généraux, grosso modo 90 de vos règlements, des articles de vos règlements généraux, les mettre en application immédiatement et les faire ratifier par la suite par l'Assemblée générale. Alors, dans le cas actuel, ça peut, moi, je ne l'encourage pas nécessairement, mais ça peut être un moyen d'alléger la démarche pour, par exemple, convoquer l'Assemblée générale puis tout ça, pour faire en sorte que l'Assemblée générale se tienne malgré les règlements généraux que vous avez actuellement. Mais ça, il faut être délicat dans l'utilisation de ça parce que ça peut amener à certains abus. Ça, on pourra y revenir un petit peu sur la question de les convocations et tout ça. Le troisième élément, évidemment, ça concerne les lettres patentes. Je rappelle que les lettres patentes, c'est évidemment notre reconnaissance juridique faite par le registraire du Québec. Alors, on ne peut pas toucher à aucun article des lettres patentes avant que ça soit voté par l'Assemblée générale des membres comme tel. Alors, je rappelle que les modifications aux règlements généraux aux lettres patentes, il faut que d'abord et avant tout que ça soit voté par le conseil d'administration. Un comité de travail ne peut pas modifier ça. On peut pas, un membre ne peut pas arriver en assemblée générale et dire je voudrais qu'il y ait une modification telle ou telle. Le quatrième élément, c'est évidemment reçoit les états financiers. Alors, reçoit est en gras parce que ça, c'est l'aspect légal. Donc, l'Assemblée générale reçoit les états financiers, sauf que là, on peut aller un petit peu plus loin. Ça, c'est les obligations de base légales. Alors, dans la majorité des organismes, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Alors, on va changer de page. Juste un petit rajout. Plusieurs personnes ont choisi, plutôt que de dynamiser leur assemblée générale, d'en faire une plus courte. Alors, si on couvre ces aspects légaux-là, on peut s'en sortir avec une assemblée qui est peut-être un peu plus straight, entre guillemets, mais au moins, on a toutes les obligations légales. C'est ça, on a les obligations légales, mais je réitère qu'il faudrait que le CA, à ce moment-ci, il faudrait qu'il vote quand même sur l'aspect de suspendre l'application de certains éléments. Et d'entrée de jeu à l'Assemblée, il faudrait que les gens le valident. Je ne pense pas qu'à ce moment-ci, il y ait trop de chicanes sur ces questions-là, mais dans la plupart des organismes, du moins qu'on est en contact actuellement, ils préfèrent reporter l'Assemblée générale. Dernier élément sur la convocation au niveau légal, évidemment, la loi dit qu'il faut tenir notre Assemblée générale dans les 4 mois suivant
la fin de l'exercice financier. Alors, je rappelle qu'à ce moment-ci, il y a des ministères qui ont déjà pris position sur ces questions-là, mais il n'y a pas une ligne de conduite gouvernementale sur ça, d'une part. Puis d'une autre part, bien, vérifiez avec vos bailleurs de fonds, voir quelle ouverture ils ont. À ce moment-ci, il y a une très grande ouverture des différents bailleurs de fonds parce qu'ils comprennent la situation. Et j'ajoute que au niveau légal, le 4 mois en 35 ans, moi, je n'ai jamais vu un organisme perdre sa reconnaissance légale parce qu'il n'avait pas tenu son assemblée générale dans les 4 mois. Même, il y a des organismes qui passent au-delà de… ils ne font pas une assemblée générale pendant un an. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de police du communautaire, puis ce n'est pas parce que j'en veux une, mais ceci dit, le registraire envoie quand même 2 lettres, au moins 2 lettres d'avis pour savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Fait qu'il faut s'enlever de la pression sur cette question légale-là. Alors, si on continue, on va toutes les afficher en même temps. Si on continue, c'est lorsqu'on donne une formation, c'est des aspects que nous, on appelle démocratiques. Donc, on peut ajouter des affaires aux aspects légaux, les 4 aspects légaux qu'on vient de voir. Alors, vous voyez, c'est des exemples. Juste en passant, le 5 nomme la personne, la firme pour effectuer la vérification comptable. Ce n'est pas une obligation légale que ce soit l'Assemblée générale, contrairement à ce qui circule dans plusieurs organisations. Reçoit le rapport d'activité. Alors, je rappelle qu'on dépose un rapport d'activité et ça dépend de la culture des organisations. Il y a des organisations, c'est 2 pages, puis il y a des organisations, c'est 60 pages. Donc, ça leur appartient. Et j'ouvre une parenthèse sur le rapport annuel d'activité. Normalement, le rapport annuel d'activité devrait, dans la mesure du possible, être validé par le conseil d'administration. Ce n'est pas un rapport juste de la présidence, ce n'est pas un rapport juste de la direction générale. C'est le conseil d'administration qui est redevable devant les membres. Et même légalement, pendant l'année, c'est lui qui est responsable de la gestion de l'organisme. Donc, le rapport annuel d'activité suit ce qui s'est fait durant l'année. Parenthèse pour dynamiser peut-être vos assemblées, bien, si vous avez des comités de travail, si vous avez des comités de loisirs, si vous avez des… Appelons les gens à faire un petit bout en 4-5 minutes qui présentent leurs propres activités et non pas que ce soit toute la même personne. Puis là, je vais un petit peu plus loin, mais Emmanuel va sûrement aller un peu plus loin là-dessus. Moi, j'ai vu un rapport d'activité de différentes façons, brèves, pièces de théâtre, etc. Mais pour pousser le bouchon jusqu'au bout, j'ai même vu dans un organisme le trésorier qui a fait un rapport des revenus et dépenses en chantant. Bon, là, vous allez me dire que c'est extrême, tout à fait, mais vous voyez, pour dynamiser une assemblée, surtout en visio, bien là, il faut trouver des moyens. Bon, on approuve les grandes orientations, reçoit les prévisions budgétaires. Prévisions budgétaires, la même chose. Normalement, les prévisions budgétaires n'appartiennent pas au DG, n'appartiennent pas au trésorier, n'appartiennent pas à la présidence. Ça appartient au conseil d'administration. Donc, si vous avez ça dans vos règlements généraux, nous, on suggère que ce soit quand même validé par le conseil d'administration. Bon, on met sur pied les comités, les lieux de représentation, etc. Alors, ça, c'est des exemples. Évidemment, il y a des organismes, à part les aspects légaux, qui en mettent 2, 3, 4, puis il y en a qui ont 12 éléments pour l'Assemblée générale annuelle. Il faut toujours faire attention. Nous, du Centre Saint-Pierre, on s'adresse aux OBNL ou aux OSBL de l'ensemble de la panoplie des organismes à travers le Québec. Puis pour votre information, en 2016, il y en avait autour de 63 000. La très grande majorité n'ont pas de permanence. Alors, c'est des bénévoles. Donc, il faut toujours être alerte par rapport aux exigences qu'on a quand on a une équipe de 10 personnes versus juste des bénévoles. Les exigences peuvent être différentes à ce moment-ci. Alors, si on continue, la prochaine, je ne sais pas, Manuel, le prochain élément. Le prochain élément. Bien, est-ce que tu peux changer la… On est rendu au moteur. OK. Alors, juste peut-être préciser sur la question de la convocation. Ce que j'ai introduit tantôt, c'est une possibilité de changer vos règlements généraux, que le CA change les règlements généraux, l'applique immédiatement. Alors, la question de la convocation,
ça peut être un des enjeux parce que est-ce qu'on convoque 30 jours avant? Est-ce qu'il faut envoyer ça par la poste? Est-ce qu'il faut, parce qu'il y en a encore que c'est comme ça, il faut l'envoyer par la poste aux gens qui ne sont pas branchés, par exemple, bon, etc. Donc, le conseil d'administration pourrait prendre la décision de suspendre, peut-être pas de changer pour l'instant, mais au moins de suspendre l'application d'un article de vos règlements généraux pour alléger la démarche et faciliter la vie démocratique. Alors, deux choses qu'il faut toujours se souvenir tout le long, autant pendant l'Assemblée que préalablement à l'Assemblée, deux lignes de conduite, à mon avis, importantes, la question de la vie démocratique et la question de la transparence. Quels moyens on peut prendre pour favoriser et la vie démocratique et la transparence auprès de nos membres? Et ça, c'est important. Et à ce moment-ci, je noterais qu'il faut peut-être faire une distinction aussi entre les gens à qui on s'adresse, qui utilisent nos services, et les membres. Souvent, on va envoyer le même type d'information et aux membres et aux gens qui utilisent nos services. Donc, il faut peut-être avoir une préoccupation particulière pour nos membres pour maintenir un lien, je dirais, plus permanent, chaque mois, chaque 6 semaines, mais pas pendant 8 mois, on ne donne pas de nouvelles à nos membres, autre ce qu'on envoie à tout le monde. Et là, on les convoque à une assemblée générale. Donc, peut-être que la mobilisation pour l'assemblée générale, peut-être que ça va être moins présent si on n'a pas eu un lien, je dirais, régulier avec les membres comme tels, donc d'avoir cette préoccupation-là. Et encore une fois, vérifiez toujours vos règlements généraux, vos obligations pour l'Assemblée générale annuelle. Et encore là, les obligations de l'Assemblée générale annuelle, vous pourriez dire, ben là, il y a deux éléments qu'on ne pourra pas faire lors de l'Assemblée générale. Alors, le conseil d'administration pourrait fortement recommander au début de l'Assemblée de ne pas les appliquer. Donc, à ce moment-ci, on va prendre vos questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont à clarifier. Donc, il y a une première question de René qui demande si on va avoir la présentation par courriel. Non, par contre, nous avons trois documents aide-mémoire qui, par la suite, oui, pourront être envoyés sur, par courriel. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut aussi compléter en disant peut-être que madame n'était pas là, mais c'est enregistré et il va être disponible sur le site du Centre Saint-Pierre. Sur le site YouTube, en fait, et la chaîne du Centre Saint-Pierre. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, on continue, mais il vous est permis de revenir en arrière, évidemment. Là, oui, on vous invite à utiliser la plateforme de clavardage ou le chat. Oh, il y a une personne ici, Sophie, qui demande si nous faisons notre AGA virtuel, devons-nous modifier nos règlements généraux pour inclure cette façon de faire? Alors, deux choses sur cette question-là. Vous n'êtes pas obligé de modifier vos règlements généraux pour deux raisons. La première, c'est que légalement, le conseil d'administration pouvait depuis plusieurs années, des dizaines d'années, faire un conseil d'administration à distance, qu'on appelle à distance, soit ce qui est écrit, c'est par téléphone, là, mais là, c'est des moyens électroniques. Alors ça, il n'y a pas de problème pour les CA. Pour l'Assemblée générale, il y a des organismes que ça fait 10, 15, 20 ans qui font des assemblées générales à distance. C'était illégal. Il n'y a pas de police communautaire, encore une fois, puis il n'y a personne qui chiolait après ça, fait que ça pouvait passer. Sauf que depuis novembre dernier, novembre 2019, ça a été légalisé. La loi elle a été changée pour permettre des assemblées générales à distance. Donc, même si ce n'est pas inclus dans vos assemblées, dans vos règlements généraux qu'une assemblée générale annuelle ou autre, là, ça peut être extraordinaire aussi, ça peut se tenir à distance parce que la loi le permet. Donc, même si ce n'est pas dans vos règlements généraux, vous pourriez à un moment donné l'indiquer dans vos règlements généraux, mais pour l'instant, la loi le permet, donc vous pourriez effectivement le faire à distance, là, même si ce n'est pas dans vos règlements généraux. La question d'envoyer les modifications aux règlements généraux dans les 30 jours suivant leur adoption par le CA, ce n'est pas une obligation légale, sauf qu'on le suggère fortement. Puis même là, 30 jours, ça pourrait être un peu avant. Par contre, si vous faites des changements à vos règlements généraux et vous voulez que ça soit validé par l'Assemblée générale,
extraordinaire ou annuel. Puis là, il y a des technicalités. Je ne veux pas rentrer dans les technicalités, mais généralement, c'est une assemblée générale extraordinaire. Bien, il faut envoyer les modifications recommandées par le CA en même temps que la convocation comme telle. De quelle loi on parle? Ben, rapidement, c'est la troisième partie de la loi des compagnies. Alors, petite parenthèse, évidemment, c'est si vous êtes reconnu légalement au provincial. Au fédéral, les règles du jeu sont un peu différentes, fait que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, la très grande majorité au Québec, on est reconnu sous la troisième partie de la loi des compagnies. Alors, merci pour vos questions. Si ça fait le tour. Un décret ministériel permet. Un décret du ministère de la Justice permet, pendant la pandémie, l'Assemblée générale annuelle électronique, malgré une interdiction des règlements généraux. Oui, bien là, il y a eu comme, bon, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a eu comme une petite confusion parce qu'il y a eu un changement à la loi et l'arrêté ministériel est arrivé par la suite. Fait que ce soit la loi ou l'arrêté ministériel, mais moi, je me base sur la loi. Oui, c'est permis, fait qu'il n'y a aucun problème au niveau légal à ce moment-ci. Pour le syndicat, ça s'applique aussi à cette loi. Normalement, oui, à moins d'indications contraires dans leur propre règlements généraux, mais vous voyez qu'il y a des instances syndicales, on le voit sur leur Facebook, tout ça, qui se rencontrent à distance. Fait que ça, bon, la question qui ne sont pas connectés à Internet, bien ça, c'est un des défis au niveau de la vie démocratique. Là, les règlements ou en tout cas les directives gouvernementales commencent à s'assouplir un peu. Bien, est-ce que c'est possible que, par exemple, 3 personnes de 3 familles différentes puissent aller dans un endroit pour respecter la distanciation physique et qu'il y ait une personne qui soit branchée, par exemple? Là, il y a de plus en plus de gens qui vont faire leur assemblée à l'automne, donc ça va être une partie en présence en respectant la distanciation physique et une partie par vidéo. Fait que, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser et faire pour favoriser la plus large participation possible et la démocratie. Mais ça, c'est à chacun à voir. Est-ce que c'est mieux de retarder encore plus leur assemblée générale pour favoriser la participation en personne? Ça, c'est à chacun de voir c'est quoi les meilleurs moyens. Il n'y a pas de solution miracle. Fait que si on veut passer peut-être à la prochaine partie, si on veut aller à l'essentiel du propos de la formation. Excellent. Puis on pourra revenir de toute façon sur ces cadres-là, parce que c'est à l'intérieur de ces cadres-là qu'on peinture. C'est notre cadre de la peinture. Et là, maintenant, pour voir ça, voyons ce qu'on appelle souvent les moteurs, c'est-à-dire on a la tête, le cœur et les tripes. Lorsqu'on préside une assemblée, ça s'applique, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on peut d'abord voir ces moteurs-là avec l'aspect identitaire. On peut animer avec comment on se définit. Je peux me définir par ce que je suis, je peux me définir par ce que je fais, ou je peux me définir par ce que j'ai. Plus en détail, si je me définis par ce que j'ai des connaissances, j'ai des contacts, etc. Donc, on est vraiment dans la tête, où on peut se définir par notre savoir-faire, notre expertise, notre expérience en présidence d'assemblée, etc. Ou encore, on peut se définir par qui on est profondément, donc notre personnalité, notre énergie. Donc, ça, c'est une première considération, une considération qui va avoir un impact majeur sur l'intention, parce que l'intention et notre manière d'être, notre posture intérieure doit être alignée, parce que s'il n'y a pas d'alignement, et surtout sur le plan virtuel, ça risque de déraper, mais vraiment fort. Je m'explique. Quand notre intention est au niveau des repères, donc on veut que les gens aient des repères clairs, on veut faire une transmission de contenu. Par exemple, on fait une AGA, et là, l'AGA, c'est pour informer les gens de certaines choses. Ce qu'on veut à la fin de notre AGA, c'est que les gens, le contenu soit super clair dans leur tête. Aussi, on peut avoir une intention qui n'est pas au niveau de la transmission de contenu, mais plutôt au transfert des compétences. Ce qu'on veut à ce moment-là, ce n'est pas que les gens aient de l'information, mais qu'ils se sentent capables. Par exemple, si on recrute pour notre CA,
Euh, on ne veut pas que les gens soient inondés d'informations puis qu'ils voient ça comme une montagne, qu'ils se disent oh mon Dieu, si j'embarque comme administrateur, administratrice, c'est une montagne, je ne serai pas capable. Mais au contraire, on veut rassurer, non pas sur le plan de la tête, mais au niveau du cœur, leur dire non, non, vous êtes capable. On veut passer le message vous êtes capable. Et finalement, c'est notre intention dans notre HEA, évidemment, elle peut être multiple, mais il y a toujours une majeure. Si notre intention lors de notre Assemblée générale, c'est de profiter de ce moment-là pour qu'il y ait une meilleure cohésion dans votre organisme, qu'il y ait davantage de contacts, d'interrelations, que le climat soit plus propice, qu'on veut faire des chantiers ou des comités de travail, etc. Mais là, à ce moment-là, si votre manière d'animer est là, ou là, ça ne va pas. Il faut que votre manière d'animer soit plus viscérale au niveau du deuxième cerveau, là, le système euh, est complètement différent sur le plan des stratégies, comme on va le voir un petit peu plus tard. Enfin, la notion de tête-cœur trip a à voir également avec le temps. Donc, si on est dans la tête, on est dans un mode prospectif, c'est-à-dire qu'on essaie de voir à la fin de l'Assemblée générale où est-ce qu'on va en être. Donc, c'est important d'avoir les attentes des gens, de les communiquer comme il faut et d'y répondre et d'avoir une vision qui soit claire. Quand je parle d'une vision qui soit claire, je parle qu'elle soit spécifique. Euh, je vais prendre une image qui n'a pas rapport avec les AGA. Si on fait un voyage ensemble, ce n'est pas l'idée de nous dire on s'en va à New York. On s'en va à une adresse à New York. Donc, très différent parce qu'à ce moment-là, on a une visée qui est extrêmement précise. Donc, ça, c'est si on est dans la tête. Si on est dans le cœur, ce n'est pas le futur qui nous influence beaucoup, mais c'est le passé. Euh, si on est dans le cœur, on est beaucoup dans l'anticipation, c'est-à-dire que nous connaissons nos membres, nous connaissons ce qui s'est fait par le passé, ce qui nous amène à avoir des prénotions. On sait que tels membres sont aidants, donc on présume qu'ils vont être aidants aussi. On sait que tel genre de personnes risque de s'opposer ou risque d'amener le code Morin comme procédure, ou bon, peu importe, là, on risque d'avoir des choses avec lesquelles on va devoir composer. Donc ça, c'est notre cœur, c'est beaucoup notre expérience passée qui va faire qu'on va être capable d'anticiper ces coups-là. Et finalement, si on est dans le ici et maintenant, bien là, on est dans les sens. On est dans quelque chose de très concret. Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Comment ils se sentent? Malgré que ce soit sur le plan virtuel, super important de faire attention donc à ça. Donc, dépendant de ce qu'on veut comme intention, on va avoir des attitudes très, très, très différentes. Et moi, je dirais une des premières choses à considérer lorsqu'on fait de l'accompagnement, du coaching en présidence d'assemblée, c'est surtout ça. Il y a des fois, on se dit, on entend quand on fait du coaching, ah, c'était un groupe qui était difficile. Non, 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 non. Tous les groupes ont des difficultés, puis tous les groupes ont des caractéristiques, mais c'est nous, comme attitude, qui avons le pouvoir d'amener le groupe soit dans la tête, soit dans le cœur, ou soit dans les tripes, dans le futur, dans le passé ou dans le présent. Donc, remettre la faute sur le groupe, c'est un petit peu facile. On va voir comment ça influence dans la dynamisation des assemblées. Et donc, l'engagement est très différent parce que si on fait une assemblée générale et que notre intention et notre attitude sont dans la tête, bien là, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent. C'est que les gens disent, comme Michel Maletto dit, que ça passe à l'état figuratif, que ce dont on parle, pas besoin de se faire un dessin, là, on le voit, c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. OK, c'est clair pour moi, ma tête comprend, c'est super clair. On a fait des changements aux règlements généraux, paf, paf, c'est clair, that's it, that's all. Si par contre, on est au deuxième, bien là, c'est plus, comme on disait tantôt, au niveau du cœur. C'est je suis capable, c'est j'aime ça, c'est ça me ressemble. Il me semble que je pourrais faire partie du CA. Il me semble que je pourrais faire partie de ce comité-là. Oh, il me semble que lorsqu'on est en train de présenter le rapport d'activité, oh, je me reconnais. Ou il me semble que j'aime ça que les dépenses soient attribuées plus dans ce poste-là que dans cet autre poste-là. Il me semble que oui, ça a de l'allure, j'aime, j'aime. Donc, le premier, c'est je comprends. Le deuxième, c'est j'aime.
Et le troisième, si on est, notre attitude est non pas dans la tête, dans le cœur, mais plutôt dans les tripes, bien là, on est au niveau de la volonté. Ça me touche, euh, je le veux. Puis quand on dit ça me touche, ça peut être autant positif que négatif. Ça peut être ça me touche parce que ça m'allume. Il me semble que pour mon OBNL, c'est quelque chose que je vois comme une piste d'avenir. Ce dont on parle dans la GA, ça me motive, mais au niveau viscéral. Ou ça peut être le négatif aussi. Ça peut être telle situation m'indigne profondément, c'est un irritant récurrent, c'est quelque chose qu'il faut absolument changer, il faut faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que je m'engage. Donc, l'engagement va être, encore une fois, très différent si c'est la tête, le cœur ou les tripes. Donc, ça, c'est les moteurs. Et souvent, on se demande pourquoi telle assemblée fonctionne mieux alors que les stratégies étaient différentes. Bien, c'est beaucoup en fonction de se poser la question. C'est quoi mon intention? Qu'est-ce que je veux atteindre avec mon assemblée générale? Et ensuite, se dire, est-ce que j'ai la bonne attitude pour qu'à la fin de l'assemblée, les gens puissent se dire, soit je comprends, soit j'aime ça, soit bien, ça me touche, puis je veux m'engager. Donc, est-ce qu'on est au niveau du savoir, du pouvoir ou du vouloir? Pour revenir faire le lien avec celui d'avant. Si jamais Peut-être il y a des questions dans le chat, vous peut-être en pouvez. complément, Ah, si tu me permets, Emmanuel, peut-être absolument. en complément, évidemment, quand vous faites, si vous allez faire votre Assemblée générale en visio, quelques plateformes que ce soit, ben, il y a des gens qui font des rapports annuels et c'est tout à fait correct. Là, moi, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus de 60 pages. Sauf que là, si vous prenez une assemblée générale à distance, bien, ça veut dire de développer la capacité de ramasser ça dans des schémas, dans des télégraphiques, mais surtout pas des textes que vous allez lire. Sans ça, vous allez perdre votre monde, d'une part. Puis d'une autre part, que ce soit en personne ou que ce soit en distance, il faut toujours se poser la question, quel espace que j'accorde aux membres pour questionner, réagir? Parce qu'il y en a qui font des assemblées générales, ça dure une demi-heure. Le président présente, voilà ce qu'on a fait, puis voilà les finances, puis d'attitude est-ce qu'on peut aller à la bière? T'sais? Alors, il faut faire attention à ça et il faut prévoir ce temps-là quand on dit l'Assemblée générale va durer 2 heures, bien, est-ce qu'on prévoit des temps de réaction, des questions, ou c'est juste des temps de présentation? Et ça, ce que ça veut dire, c'est, entre autres, je le dis pour les assemblées générales en présence, mais c'est encore, à mon avis, plus important quand c'est en distance, c'est testez-vous. C'est-à-dire, j'ai une présentation à faire. Généralement, les gens vont me dire, ah, ça va me prendre 10 minutes, puis ça leur prend 25 minutes. Alors, à ce moment-là, pratiquez-vous. Faites-les une couple de fois pour savoir, parce que je suis persuadé, vous allez dire, je suis capable en 5 minutes, puis ça va vous prendre 10 minutes. Alors, comment on fait pour résumer encore davantage? Donc, de rejoindre un peu ce que Manuel vient de vous présenter, mais dans une perspective, encore une fois, de transparence et de démocratie, de prévoir des espaces de questionnement et de commentaires sans nécessairement faire des gros débats à ce moment-ci. Très, très bonne remarque. Et d'autant plus, Normand, que euh, ton propos est super pertinent parce que le temps d'attention, il est court en personne, mais en virtuel, il est encore plus court. Les Oui. meilleurs d'entre nous sont capables de tenir 20 minutes. Comme là, nous, ça fait plus que 20 minutes qu'on est en train de faire notre webinaire. C'est certain que tout le monde, sans exception, a décroché à un moment donné ou à un autre. Il y a certaines personnes qui ont allumé leur micro. On vous demande de le mettre à silencieux, s'il vous plaît, ou à mute si vous êtes en anglais, parce que sinon, ça fait de la cacophonie. Donc, juste pour terminer sur ces moteurs-là, évidemment, les trois sont liés. On est un seul et même corps, donc il y a la tête, le cœur et les tripes. Sauf que euh, c'est important de se poser la question, quelle est mon intention? Parce que l'intention va faire qu'on va être capable d'agir de la bonne façon. Par exemple, il y a des gens qui ont fait ce que disait Normand, c'est-à-dire euh, pour dynamiser leur assemblée générale, concentrer vraiment, vraiment tout ce qui était vraiment essentiel. Sauf qu'avant l'assemblée, ils ont prévu un temps pour que les gens se connectent, fassent du social, etc. Et une fois que l'assemblée est commencée, ils s'en sont tenus vraiment à l'information. Puis une fois que l'assemblée s'est terminée, ben là, ils ont dit, ben habituellement, on a un temps de socialisation ensemble. Fait que là, comme on ne l'a pas, ben, on vous invite chacun à vous préparer un lunch, puis ben là, on le mange ensemble et
on jase. Donc, comme Normand le disait, il n'y a pas de jugement si notre intention est A, B ou C. Vous y allez comme vous pensez, mais l'idée, c'est d'être conscient que si on y va dans un ou dans l'autre des moteurs, bien, ça va nous donner des résultats différents. C'est ça. Puis peut-être juste en complément rapidement, je sais qu'il y a, il y a de la reddition de comptes qu'on fait à certains ministères, certains bailleurs de fonds. À ce moment-là, ce n'est pas obligé d'être la même chose. Vous pouvez maintenir votre reddition de compte de 60 pages. Alors, à ce moment-là, vous avez deux types de présentations, puis vous pouvez envoyer vos deux présentations aux bailleurs de fonds qui vont être très contents que vous ayez fait un minimum de présentations. Je ne sais pas, Manuel, est-ce que tu veux répondre à la question tout de suite qui a été Oui, il y en posée? a deux. Oui. La première, c'est peut-on changer d'attitude au cours de l'Assemblée selon le sujet abordé? La réponse est oui, mais difficilement. C'est super important. Puis là, justement, on rentre dans l'aspect préparation. Avant de commencer votre assemblée, Normand le disait tantôt, c'est important de se préparer, donc de se pratiquer, etc., pour être à l'aise, mais aussi parce que la première impression compte. C'est comme si on donne le ton. Si, par exemple, moi, je commence mon assemblée, mettons, je suis dans votre organisation, puis quelqu'un dit, oh, on propose Manu pour présider l'assemblée, puis moi, je dis, OK, gang, c'est moi qui va l'animer, votre assemblée, puis ça va être cool, ça va être relax, ça va être chill, man. Fait que si je commence comme ça et que ce qu'on veut dans l'assemblée, c'est prendre des décisions importantes, ben, mon attitude ne correspond pas à l'intention. Je vais être pris pour un clown, puis mon attitude va au contraire nuire à l'intention. Fait que ça va être très difficile pour moi de reprendre ma crédibilité. Si par contre, l'intention, c'est d'abord avant tout de solidifier les liens dans l'OBNL parce qu'en cette période de pandémie, il y a beaucoup d'isolement et que notre OBNL, ce qu'on réalise, c'est que l'AGA est une occasion, un prétexte pour que les gens tissent un tissu social, ne serait-ce que virtuel, qu'on brise l'isolement, etc. Ben à ce moment-là, l'attitude de clown va être beaucoup plus appropriée qu'une attitude Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, c'est moi qui vais présider. On commence avec le point 1. Là, à ce moment-là, ça va être très difficile pour les gens qui sont déjà fragiles. Même si je change mon attitude en cours de route, la première impression que j'ai donnée va être une impression de rigidité et ça va être dur à casser. Donc, super important, comme le disait Normand tantôt, de se préparer en conséquence. Parce que oui, on peut changer d'attitude, mais la première impression est vraiment marquante. Sur le plan humain, là, puis même si les gens nous connaissent, on est tous des humains, puis même si habituellement, par exemple, je donne deux exemples concrets, là, extrêmes. Si habituellement, moi, lorsque je préside une assemblée, je suis de tempérament très bienveillant, puis très accueillant, mais que là, ce matin, euh, en pleine période de pandémie, je viens d'apprendre que ma douce ne veut plus me voir parce qu'elle m'a trompé, puis elle a pogné la COVID. Puis là, ben, en allant chez elle pour parler, je ne faisais pas attention, puis j'ai pogné une contravention. Puis, bon, en tout cas, vous voyez le topo. Là. Mais là, ça se peut que ma présidence soit un petit peu moins bienveillante, puis un petit peu moins patiente. Et le contraire est aussi vrai. Si habituellement, je suis un règlement, quelqu'un qui est vraiment sur les règles et qui ne fait pas d'anicroche, qui est dans le contrôle, etc., qui se fie au code, aux procédures, etc. Mais que là, ce matin, je me suis réveillé par l'amour de ma vie avec des bisous, des fleurs, puis le petit déjeuner au lit. Que moi aussi, j'allais trop vite parce que j'ai été chercher des croissants ou du jus d'orange pour complémenter, mais que là, la police m'a laissé passer parce que j'ai dit, écoutez, je suis en amour, puis là, ben, j'y vais. Puis... Donc, même si habituellement, moi, je suis quelqu'un de très psychorigide, bien là, la journée fait que je vais être d'un tempérament super relax et super accueillant. Donc, super important de commencer avec la bonne intention et la bonne attitude parce que c'est dur de changer en chemin. J'espère Peut-être que ça répond, Raphaël. Oui? deux petits compléments rapides. Le premier, c'est qu'il y en a plusieurs dans le règlement général, c'est inscrit que c'est le président de la corporation, de votre association qui préside les assemblées générales. Alors, en conseil d'administration, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'abus de pouvoir. Parce que là, il y a la plupart du temps, le président, même si c'est marqué dans les règlements généraux, le président va dire, écoutez, moi, je ne suis pas tellement à l'aise en personne, fait que je suis encore moins à l'aise à distance.
Fait que moi, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre. Alors, à ce moment-là, essayez d'identifier une personne, soit de votre groupe ou soit à l'extérieur, pour présider votre Assemblée générale dans les meilleures conditions possibles. Par contre, il y a des présidents d'Assemblée qui disent, ben là, c'est marqué dans les règlements généraux, moi, je veux présider. Alors, à ce moment-là, le conseil d'administration, s'il pense que le président n'a pas la capacité de le faire, que ce soit en personne ou en distance, ben, il faut qu'il prenne les mesures nécessaires. Deuxièmement, il y en a que dans le règlement général, malheureusement, c'est marqué qu'il faut qu'ils utilisent le code Morin. Alors, faites attention pour ne pas utiliser un code qui vient faire en sorte que ça va enfarger en personne, c'est déjà difficile. Fait imaginez-vous à distance. Alors, il faut s'assurer de ne pas d'enlever les irritants autour d'une préparation et la tenue d'une assemblée générale encore plus à distance. Deux excellents points. Puis ça va me sauver du temps dans la prochaine partie animation. Fait que c'est génial, Normand. La prochaine question, c'est celle de Sylviane Gagnon qui demandait, pour garder l'attention des gens en plateforme virtuelle, quelle est la durée idéale pour faire une présentation? En fait, les meilleurs d'entre nous avons une concentration limitée de 20 minutes. Donc, on devance un petit peu ce qui s'en vient d'animation. À chaque fois qu'on change de sujet, de point, l'idéal, c'est d'être capable de favoriser une interaction. Puis quand les gens sont nombreux, comme en ce moment, combien on est? En ce moment, on est 75. Très difficile de garder l'attention parce qu'on est en mode magistral. On vous parle, puis vous n'avez pas beaucoup d'interaction. Alors, si à ce moment-ci, on vous demande de juste vous lever de votre chaise, allez-y, s'il vous plaît, levez-vous de votre chaise, étirez-vous juste un petit peu et le revenez. Ça peut sembler anodin, même enfantin, pas infantilisant, mais enfantin, mais on vient de faire un reset en bon québécois de l'attention parce qu'on a bougé, parce qu'on a un petit peu d'interactivité. Donc, on va y revenir plus tard, mais on peut déjouer ce 20 minutes-là lorsqu'on demande aux gens d'être plus actifs. Si, par exemple, en début de rencontre, on demande aux gens de notre Assemblée générale, si, mettons, on voit la mosaïque, tout le monde, comment ça va, avec un pouce vers en bas, vers en haut, en bas, ou plus ou moins, quelqu'un qui va plus ou moins, quelqu'un qui va bien, quelqu'un qui va. Et juste le fait de demander cette interactivité-là en partant va déjà augmenter la capacité d'attention. Et ça, ce fameux pouce-là, par exemple, c'est un truc très de base, là. On le fait avec les enfants dans les camps de jour, dans les écoles, mais on gagnerait à le faire comme adulte parce que comme adulte, c'est pas dit qu'on n'a pas qu'on a nécessairement plus d'attention. Normalement, oui, mais la normalité se définit par le nombre. Fait que je doute même de ce que je viens de dire. Normalement, oui. Notre attention est très restreinte. Donc, retenez le 20 minutes, puis retenez surtout qu'il faut faire bouger les gens en autant que faire se peut. Peut-on partager l'animation de nager à Alors, distance? je peux peut-être répondre rapidement. Il faut faire une distinction. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Il faut faire une distinction entre une présidence d'Assemblée et une animation. Une présidence d'Assemblée, il faut qu'elle voie à ce que tout se déroule selon l'ordre du jour, dans les temps prévus, dans la mesure du possible, etc. L'animation, c'est un peu autre chose. Mais ceci dit, on peut partager effectivement la présidence. Ça peut être une coprésidence. Ça, c'est à l'Assemblée à décider s'il y a deux personnes qui vont coprésider. Et à l'intérieur de ça, évidemment, il peut y avoir de l'animation de présentation par un comité, bon, etc. Mais il faut peut-être faire attention parce qu'une présidence d'assemblée, ce n'est pas une animation d'assemblée. Il peut y avoir une jonction des fois un peu, là, mais il faut juste faire attention. On va y revenir encore une fois dans le point animation. Fait que là, c'est dit, présidence n'égale pas nécessairement animation. Dans la présidence, il y a de l'animation, mais dans l'animation, il n'y a pas nécessairement de présidence. Par exemple, pour reprendre l'exemple de Normand tantôt, lorsqu'on fait une présentation, par exemple, de notre année de rapport d'activité, souvent, on va voir, surtout au niveau virtuel, mettons la direction qui présente
juste le préambule, puis après ça, l'animation en tant que telle est prise en charge par l'équipe ou par le CA. Souvent, les gens vont faire un genre de téléjournal où il y a quelqu'un qui fait le chef d'antenne, ce n'est pas nécessairement la personne qui fait la présidence d'assemblée, et des correspondants selon les domaines d'activité à qui on passe la parole pour qu'ils fassent un topo de leur année, etc. Mais ça, c'est un bon exemple où la présidence, ce n'est pas de l'animation. Mais oui, c'est possible de s'en sortir. Puis on va y revenir dans l'aspect animation. Pour l'instant, on est dans préparation. Donc, si, comme il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, on va continuer avec la préparation, la fameuse préparation, encore une fois. Si on la sépare avec notre fameux cadre de référence, tête, cœur, trip, dans la tête, tout ce qui est notre intention. C'est quoi qu'on va faire exactement? On y revient. Côté cœur, il y a toutes les stratégies. Qu'est-ce qu'on prépare comme justement stratégie pour dynamiser notre assemblée? Et finalement, quand on parle des tripes, c'est le côté viscéral, c'est les conditions que l'on crée pour que les gens se sentent à l'aise, même si on est sur une plateforme virtuelle. Évidemment, tout ce qu'on dit prévaut en présence, mais là, on est beaucoup dans l'aspect virtuel, surtout que non, j'arrête là parce que je ne veux pas être pessimiste côté pandémie. Alors, notre intention, ce qu'on entend par là, c'est euh, d'abord, au-delà des objectifs, parler beaucoup de notre intention. Euh, oui, on va des fois, comme CA, se dire, OK, voici nos objectifs, mais il y a une grosse différence entre les objectifs et l'intention. Les objectifs, c'est plutôt le quoi. Tu sais, alors que notre intention, ce n'est pas le quoi, c'est le pourquoi nous faisons cette Assemblée générale. Donc, c'est un petit peu comme Normand nous présentait au début le cadre légal versus les options démocratiques. Si on se base seulement sur nos objectifs, ben c'est nos objectifs. Mais si c'est l'intention, c'est l'intention beaucoup plus globale. Pourquoi est-ce qu'on fait cette Assemblée générale-là? Très, très, très différent. Deuxième chose, quand on est sur le plan virtuel, très important, au-delà du lexique, notre choix de mots. Euh, Selon notre auditoire qui vient à notre Assemblée générale, ça va être très différent, notre choix des mots. Si on a invité des bailleurs de fonds et qu'on a aussi des nouveaux membres, on va être sur deux plans. Donc, très, très, très important de considérer qui est là dans la salle, comme le disait Normand tout à l'heure. Donc, notre intention, ce n'est pas de s'adresser à seulement un public, mais c'est d'avoir un choix de mots qui soit euh, propice pour l'ensemble des gens que l'on prévoit être là. Et finalement, il y a la mise en contexte. Encore une fois, la mise en contexte, c'est en fonction des gens présents. Et ce n'est pas juste côté vocabulaire, c'est mettre en situation les gens. En ce moment, voici où en est notre BNL. Voici pourquoi nous faisons notre AGA. Voici la situation. Encore une fois, si jamais je vois qu'il y a dans la plateforme de clavardage des questions, je vais arrêter ou Normand, tu me le diras s'il y a des questions, s'il te plaît. Oui, pas de problème. Ensuite, quand on pense aux stratégies, évidemment, les plateformes numériques nous offrent des possibilités, mais des fois, des inconvénients aussi. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes outils. Il y a des gens qui ont une bande passante qui est très, très basse. Il y a des gens qui se connectent avec leur téléphone seulement. Ou il y a des fois où j'ai assisté à deux assemblées dans lesquelles on demandait aux gens d'être multiplateformes, c'est-à-dire de jongler. Il y avait leur cellulaire, mais il y avait également leur tablette pour voir des documents. Puis il y avait des fois leur téléphone pour des votes ou des choses comme ça. C'est que ça fait énormément de plateformes avec lesquelles jongler. Donc, là, la question de l'accessibilité revient. Attention, lorsque vous choisissez vos outils, même si vous voulez dynamiser votre assemblée, attention à ne pas euh, perdre des joueurs, je dirais. Donc, le côté accessibilité, super important dans votre choix d'activité. Puis vos techniques aussi. Par exemple, des fois, faire des sous-groupes, c'est une bonne chose plutôt que de faire des chantiers. Sauf que si les gens ne sont pas familiers avec les sous-groupes, j'ai vu ça aussi que les différentes plateformes numériques sur lesquels on ne reviendra pas sur le plan technique, mais nous permettent pour la plupart de faire des sous-groupes. Des fois, c'est bien, mais lorsqu'on y va avec des gens qui sont moins à l'aise sur le plan technique, les gens vont sortir des groupes, les gens vont, ou au contraire, vont
je cherche une expression plus diplomatique que celle qui me vient à l'esprit, vont nous mettre des bâtons dans les roues, vont gâcher notre animation, des fois, notre présidence, des fois avec certains outils électroniques. Et également, comme on vient de le dire, le temps d'attention qui est plus court, fait que notre ordre du jour, le faire en fonction de ça, soit rapetisser notre ordre du jour, soit faire en sorte que à la fin de certains blocs, il y ait de l'interactivité. Donc, demander aux gens de bouger, demander aux gens de lever la main. Souvent, dans les assemblées générales, par exemple, on va se préparer en fonction qu'on ne perde pas beaucoup de temps avec les votes. Fait on va sauter le côté, on va souvent demander qui propose, qui appuie, puis il n'y a pas d'opposition, OK, à l'unanimité. Alors que dans une assemblée générale virtuelle, des fois, on peut gagner à, au contraire, demander l'assentiment des gens pour que tout le monde soit capable de lever la main, par exemple. Ça a l'air niaiseux, mais ça dynamise. Juste le fait que les gens soient impliqués et soient amenés à juste lever leurs mains, ça fait déjà une action et donc, ça va nous réveiller. Ensuite, côté conditions, d'abord, les conditions matérielles. Il faut que les gens soient capables d'arriver, d'atterrir. Donc, si on part notre AGA puis on se dit, bon, l'outil, c'est juste un outil, ce qui est important, c'est notre AGA, mais que les gens ne sont pas à l'aise avec la plateforme. Comme voyez-vous, aujourd'hui, on n'a pas pris beaucoup de temps, mais on a pris quand même un petit temps dans les présentations. On a commencé par la plateforme, dire que les gens pouvaient ouvrir ou pas leur micro, ouvrir ou pas leur caméra, etc., placer leur fenêtre où ils voient les formateurs à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Euh, Ce temps-là de familiarisation, d'apprivoisement des outils va être super important parce que c'est l'équivalent en personne de s'assurer que les gens soient accueillis, qu'ils sentent qu'ils ont leur place. Parce que si les gens ne maîtrisent pas l'outil technologique, l'aspect démocratique devient un défi, c'est-à-dire que comme ils ne savent pas comment utiliser l'outil, ben, ils ne l'utiliseront pas, ils vont préférer se taire ou au contraire être en mode opposition. Donc, très important les conditions matérielles et puis les conditions humaines. Conditions humaines, ce à quoi on fait référence, ben, c'est si on anticipe qu'il y ait des malaises, des dissidences ou même des conflits, des discordes potentielles, ben, peut-être en préparation, justement, parler avec ces personnes-là ou prévoir déjà quelle stratégie on va mettre de l'avant si ça arrivait. Parce que si on n'est pas préparé, se préparer au pire et ensuite, si ça n'arrive pas, avoir la tranquillité d'esprit, c'est la stratégie ici. Il n'y a pas de question à cette étape-ci, alors on va passer tout de suite, non pas à la préparation, mais à l'invitation, à la fameuse convocation. Oh, non, j'ai oublié une chose. La préparation se fait souvent en fonction de nos forces. Or, ici, plutôt que d'y aller avec nos forces, on va y aller avec la loi de Laborite. Préparez-vous, non pas avec vos forces, mais plutôt avec les endroits où vous avez le plus de difficultés. Si, par exemple, moi, c'est l'endroit où j'ai plus de difficultés, c'est au niveau des stratégies, bien, humainement, normalement, je vais davantage focuser sur l'intention où je suis bon, puis les conditions là où je suis bon, puis les stratégies, je vais le laisser pour la fin. Donc là, l'idée, puis on le sait parce qu'en accompagnement, on insiste souvent là-dessus, assurez-vous de savoir où sont vos faiblesses. Est-ce que vos faiblesses, donc prenez juste quelques instants pour vous dire, est-ce que ma faiblesse, c'est plus A, B ou C? Et là où est votre faiblesse, comme disait Henri Laborite, bien, mettez plus de temps en commençant parce que même si vous n'êtes pas préparé comme il faut au niveau de vos forces, bien, c'est sûr que ça va bien aller, c'est vos forces. Donc, c'était le piège à éviter sur le plan de préparation. Passons maintenant à l'invitation, la fameuse convocation. Encore une fois, super important de prendre en considération tête, cœur, trip. Dans le sens que si on est avec des médias riches ou des médias pauvres, ça va changer. Ce qu'on entend par médias pauvres, c'est lorsqu'on n'a pas de contact humain. Par exemple, un courriel. Si on reçoit un courriel et c'est une invitation à notre TGA, l'idée, c'est d'aller droit au but. Ce n'est pas de tourner autour du pot ou de tenter d'être en opération séduction, c'est vraiment de dire voici les informations de base et de miser sur les résultats attendus. Donc, n'oubliez pas que la tête est en mode projectif. Donc, à la fin de l'Assemblée générale, on s'attend à ce qu'on soit là, là, là. Et finalement, porter évidemment une attention au vocabulaire employé, parce que le vocabulaire employé
peut se retourner contre nous parce que là, n'oubliez pas, on est dans la tête. Donc, quand on est dans la tête, on est en mode euh, très, très, très réactif. C'est le côté du cerveau logico-mathématique. Si on compare ça à un mini-wheat, c'est le côté blé entier. S'il y a quelque chose qui ne fait pas de sens, tout de suite, oh, ça va créer, ou s'il y a des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, etc., ça va tout de suite nous accrocher. Donc, l'important que le courriel soit impeccable sur le plan de la convocation. Il y a des fois où notre convocation, elle ne va pas seulement viser les gens qui sont nos membres, mais des fois, on profite de l'Assemblée générale pour aller recueillir un nouveau membership ou au contraire, on essaie d'être plus sexy pour attirer des gens à faire partie de notre CA. Donc là, on n'est pas en opération euh, rédaction, là, on est en opération séduction. Donc là, super important, et souvent, on va passer par d'autres médiums, comme les médias sociaux, par exemple. Et à ce moment-là, c'est important de miser non pas sur aller droit au but, mais au contraire, on peut se permettre d'être ratoureux, on peut se permettre de faire des détours créatifs pour miser sur donner de la couleur à notre invitation, à notre message. Évidemment, il faut que ce soit en concordance avec l'esprit de notre AGA. C'est quoi notre intention? Si notre intention elle est plus sérieuse, ben, avoir un côté plus sérieux. Si notre intention est un petit peu plus sociale, ben, avoir ce côté-là, autant dans le choix de nos mots que dans le choix de notre visuel, mais également de choisir la bonne plateforme. Je m'explique. Si, par exemple, dans votre, euh, dans votre prochaine AGA, l'idée, c'est de rajeunir votre membership et que vous voulez inviter des ados, vous voulez inviter des jeunes adultes et que vous allez par Facebook. Fail. Euh, les jeunes ne sont pas sur Facebook. Si vous voulez inviter des baby boomers, là, c'est bon d'y aller par Facebook. Par contre, si votre intention, c'est d'y aller dans votre CA avec des gens qui sont expérimentés ou des retraités qui ont beaucoup de contributions à amener, etc., et que vous y allez par, je ne sais pas moi, Instagram, Pinterest et autres plateformes qui sont plus jeunes, ben, même si c'est bien fait, ça ne correspond pas à votre public cible. Donc, l'idée, c'est de prendre un temps pour vous placer à la place de qui va recevoir votre message et de dire, OK, les gens qui vont recevoir mon message, quelle plateforme ils seraient les plus enclins à utiliser? Et aussi, est-ce que la plateforme correspond à mon intention de mon AGA? Et finalement, est-ce que j'utilise les bons visuels et les bons mots? Il y a une question sur le chat, Oui, je alors vais y je vais tout de répondre suite. tantôt. Continue, puis je vais y répondre une fois que tu auras complété le tableau. D'accord. Euh, donc, euh, pour ce qui est des médias sociaux aussi, euh, c'est important d'utiliser des référents en fonction à qui on s'adresse. Encore une fois, si par exemple, je ne sais pas moi, je parle de Robin des Bois ou de Genie comme référence parce que je voudrais que notre AGA ait de la magie ou que ben, il y a certaines personnes pour qui ça va sonner des cloches, les références que je viens de donner, et d'autres personnes pour qui, par exemple les plus jeunes, qui vont se dire Genie, c'est quoi ça? Donc, à ce moment-là, très important quand on utilise les médias sociaux d'avoir des référents qui sont connus, ciblés. Puis évidemment, c'est sûr qu'on peut juxtaposer les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir un courriel qui va droit au but avec, par exemple, une affiche ou une image qui est en pièce jointe ou qui est une redirection vers un média social qui, lui, nous amène vers une vidéo, par exemple sur YouTube ou peu importe. On peut associer les deux, sauf que le courriel, lui, doit être droit au but et le média social, lui, doit être plus en mode opération séduction. Parce que si, par exemple, vous avez un lien vers YouTube et que là, sur YouTube, il y a quelqu'un qui dit Bonjour, nous vous invitons à notre Assemblée générale annuelle qui se déroulera cette fois-ci par la plateforme via ce. Et là, c'est évident qu'on n'est pas en opération de séduction. Et finalement, tête, cœur, si on est en médium riche, c'est-à-dire si on est en personne. Maintenant que les rassemblements de 10 personnes sont permis, il y a des fois où on peut être en concertation, où on a la chance de pouvoir côtoyer les gens en personne ou même euh, avant ou après une conversation Zoom. Là, on a l'occasion de converser directement avec les gens. Mais là, l'idée, c'est pas d'être en mode
rédaction ou en mode séduction. Là, l'idée, c'est d'être authentique, c'est d'être ici et maintenant, c'est de miser sur l'interrelation. Et si on invite à notre AGA, l'idée, c'est que notre AGA doit répondre à un besoin. Donc, c'est pas, ça va être le fun, notre AGA, puis c'est pas notre AGA a tels objectifs. Non, c'est voici la raison pour laquelle nous faisons notre AGA. Voici pourquoi c'est important. On voudrait votre présence parce que, et là, c'est l'occasion d'être nous-mêmes. Donc, très important de ne pas être en mode tête ou cœur lorsqu'on est en personne, parce que l'opération de séduction, c'est pas mieux. Tu sais, venez parce que ça va être le fun. Non, non, tu es en personne. La bullshit se lit. Excusez pour le choix de mots. Là. Donc, c'est pas venez parce que vous allez aimer ça. Puis c'est pas non plus vous autres gang, je vous aime, fait que c'est super important que vous soyez là parce que vous êtes bons, etc. Il y a comme anguille sous roche. Donc, on n'est pas en mode séduction, on est en mode vrai, authentique, lorsqu'on a la chance d'inviter. Donc, dépendant de comment euh, se fait l'invitation ou à quel endroit ou par quel média vous faites votre invitation, l'invitation va avoir une couleur super différente. Là, on passe aux questions. Oui, alors, juste pour dire que moi, je suis dans la génération de Jenny, je sais c'est qui, là, fait que, en passant. La question, limiter les invitations quand il s'agit d'une AGA virtuelle. Bon, je vais parler d'une AG, que ce soit annuelle ou extraordinaire, tout ça. On peut inviter qui on veut, mais encore une fois, regardez vos règlements généraux parce que dépendamment du type de membre que vous avez, il y a des membres qu'on, évidemment, on convoque à l'Assemblée générale, puis il y a des membres qui n'ont pas le droit de vote, puis tout ça. Donc, on les invite à l'Assemblée générale, mais nos règlements généraux nous obligent à les inviter. Fait qu'il faut faire attention. Ceci dit, on peut élargir les invitations à qui on veut. Et là, ça pose la question des assemblées générales ou des rencontres à huis clos. Alors, je me suis fait poser la question cette semaine, que ce soit pour un CA ou que ce soit pour une assemblée générale, les membres concernés peuvent décider pendant l'assemblée, mais généralement, c'est avant l'assemblée, mais ça peut se poser durant l'assemblée, de demander que ce soit à huis clos. Alors, il y a deux types de huis clos. Il y a un huis clos total, peut-être sauf la présidence qui n'est pas membre, mais un huis clos total, c'est tous les non-membres doivent se retirer. Il peut y avoir des huis clos ciblés. Par exemple, je demande un huis clos pour les journalistes. Alors, les journalistes peuvent se retirer. Évidemment, pour les bailleurs de fonds, c'est la même chose, mais ça, c'est plus délicat. Des fois, on voudrait discuter des impacts de tel ou tel bailleur de fonds, mais ça, c'est très délicat. Il faut évaluer, si on lui demande de sortir, est-ce que ça met en jeu notre subvention ou notre soutien financier, par exemple. Alors, il faut toujours être délicat sur cette question-là. Manuel, je voulais compléter. Oui, avec les sous-groupes, quand, par exemple, on est dans une assemblée générale et qu'on demande un huis clos avec seulement les membres, à ce moment-là, la personne qui organise la rencontre virtuelle peut faire un sous-groupe avec seulement les membres. Et à ce moment-là, c'est seulement eux qui peuvent, par exemple, discuter ou même voter sur un sujet. Puis après ça, on peut revenir à l'Assemblée générale élargie, je dirais, pour laquelle on peut se permettre C'est ça, c'est un huis clos temporaire, dans le fond, pour une période dans le X, temps. une demi-heure ou quelque chose comme ça. L'autre question d'invitation par les médias sociaux, ça, oui, c'est tout à fait légal, même que il y en a dans leurs règlements généraux. Encore une fois, je suis fatiguant avec ça, hein, les règlements généraux, mais dans les règlements généraux, il y a des fois que c'est même indiqué que l'Assemblée générale annuelle doit être annoncée dans le journal local précédent, l'apparition précédant l'Assemblée générale. Alors oui, c'est légal, mais encore une fois, selon vos règlements généraux, ça peut être même une obligation. Je fais plus allusion à une Assemblée générale virtuelle. C'est exactement la même chose qui s'applique. Alors ça, c'est la personne, évidemment, qui a le contrôle, soit qui laisse rentrer les gens, ou soit que s'il y a une décision de prise en cours de route pour un huis clos, bien, ça, c'est la personne qui est aux commandes, qui fait en sorte que les gens, pour qu'ils se débranchent, en s'excusant peut-être, mais il faut les débrancher si c'est voté. Parce que le huis clos, ce n'est pas parce qu'une personne le demande qu'on lui accorde. Ça veut dire une proposition proposée, appuyée
et nommément voter un huis clos. Ce n'est pas juste parce qu'une personne le demande là, comme ça qu'on lui accorde nécessairement. Dans une version payante, vous pouvez faire des Oui. sous-groupes. Ça, c'est Manuel qui peut répondre à ça. Dans toutes les versions de Zoom, vous pouvez faire des sous-groupes et décider de vos participants. Euh, on peut peut-être vous mettre à la fin un lien sur des tutoriels qui sont très bien faits sur YouTube, là, qui nous expliquent comment utiliser et configurer les différentes plateformes pour faire des sous-groupes, ou bien faire une recherche Google ou YouTube. Là. Mais l'idée, c'est qu'on doit, au début, décider qui est dans quel sous-groupe, ou bien on peut le faire de manière aléatoire. Donc, c'est sûr que si on choisit la fonction le faire aléatoire, bien là, ça va vous faire des sous-groupes au hasard. Mais si vous ne cochez pas ça, bien, vous êtes capable d'y aller avec les gens que vous voulez. Alors, évidemment, c'est super important d'avoir la liste de vos membres et de demander aux gens de se renommer aussi, parce que sur la plateforme Zoom, souvent, les gens à côté de leur nom, surtout ceux qui n'ont pas de caméra. C'est écrit, je ne sais pas moi, Galaxy ou le iPad ou peu importe le nom de leur ordinateur là, ou le nom de leur OBNL. Donc, c'est important d'avoir la consigne au début, comme je disais, au moment où on apprivoise la plateforme, demander aux gens de renommer leur vignette avec leur nom pour qu'on soit capable justement de suivre et aussi de faire nos fameux sous-groupes. Je ne sais pas si ça répond, Alain, à ta question. J'imagine que oui. Sinon, ben, n'hésitez pas à nous. Et quand on parle d'exclure les observateurs, oui, c'est avec les sous-groupes donc qu'on peut s'en servir. Donc, on continue s'il n'y a pas d'autres, à moins que tu aies d'autres choses à ajouter pour Il y a une l'instant, petite Normand. question. Je suis en train de lire la petite question. Oui, ben, vous avez juste à contacter au niveau du Centre Saint-Pierre. Moi, je peux faire un suivi s'il y a des questions plus précises. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, si on continue, là, on est dans l'aspect animation. Puis, comme tantôt le dit Normand, il y a une différence entre présidence et assemblée, fait qu'on on pourrait y revenir. Pour l'instant, quand on parle d'animation, euh, peu importe les bouquins qu'on lit en 2020 ou les vidéos, etc., on revient au cadre de référence de Yves Saint-Arnaud, qui l'a développé en 1974. Et encore aujourd'hui, en 2020 et en 2019, les bouquins, les livres, tout ce que je vois comme webinaire, etc., des fois, c'est des synonymes, mais on revient au 3C. Quand on anime, il y a des fonctions de clarification, peut-être, des fonctions de contrôle, parce que des fois, le cœur nous fait déborder, donc ça prend un certain contrôle. Et finalement, le climat pour qu'on apprivoise nos tensions primaires par le Saint-Arnaud. Donc, sur le plan de l'animation, quand on parle de clarification, il y a énormément de techniques, mais j'ai mis les trois principales pour chacun des C. Donc, le premier C, c'est nommer notre attention versus les objectifs. On n'y reviendra pas parce qu'on l'a déjà nommé. Ensuite, très important, surtout au niveau virtuel, vous êtes le phare. J'ai vu dans 3 assemblées récentes qu'on avait la personne qui était à la présidence avait laissé s'exprimer 4 ou 5 personnes et à un moment donné, les gens ne suivaient plus. Euh, Rappelez-vous que nous, quand on est à la présidence ou à l'animation d'une rencontre, c'est vrai aussi dans les deux cas, les gens, aussitôt qu'ils nous entendent, ils savent que ça risque d'être important. Donc, empêchez-vous pas de reformuler, de faire des liens entre les interventions, etc. Parce qu'à chaque fois que vous intervenez, c'est comme si ceux qui avaient décroché, c'est comme s'ils disaient, oh, c'est peut-être important. Donc, même si les propos sont clairs de l'ensemble des personnes qui parlent, ne vous effacez pas parce que vous êtes les phares de ces gens-là qui sont en mer ouverte. Et même chose pour les résumés synthèses, super important sur le plan virtuel. On sait qu'on peut décrocher et on ne contrôle pas le moment dans lequel les gens décrochent, mais on sait qu'ils décrochent beaucoup plus rapidement. Donc, très important de résumer ou de synthétiser les propos beaucoup plus souvent que si vous étiez en personne. Ensuite, il y a l'idée du contrôle. Donc, quand on parle de contrôle, on parle beaucoup de la directivité. Donc, est-ce que quand on anime, est-ce qu'on est directif ou non directif?
Évidemment, ça dépend. On est directif sur le cadre. Les gens comptent sur nous pour faire non seulement nommer les règles, mais les faire appliquer, autant quand on parle de nos statuts et règlements que quand on parle des règles de fonctionnement. Si on a, par exemple, adopté un code, si Normand faisait référence tantôt, si dans nos statuts et règlements, c'est mention d'appliquer le code Morin, ben, on n'a pas le choix que de le faire respecter. Ou si jamais on veut vérifier avec les gens en présence si on peut assouplir un petit peu le code qu'on propose, mais à ce moment-là, il faut le faire en bonne et due forme. Et sur le plan du contenu, le contenu appartient au groupe. Donc, la forme appartient à la personne qui est à l'animation, à la présidence, surtout dans ce cas-ci, et le contenu appartient aux gens. Donc, très important de savoir s'arrêter lorsqu'on donne des informations. Si, par exemple, moi, je vais donner des informations sur un sujet X à ce moment-ci de l'Assemblée générale, une fois que j'ai fini d'informer, je m'arrête. Si je dis ne serait-ce qu'une phrase de plus après avoir informé, nécessairement, je vais donner mon avis. Et si je donne mon avis, ben là, mon côté neutre n'y est plus. Je viens de prendre parti. Donc, souvent, on va, on va se mettre nous-mêmes des bâtons dans les roues en étant directif sur le plan du contenu aussi. Donc, la forme nous appartient. On doit euh, répéter les règles et les faire régner, mais le contenu appartient vraiment à l'auditoire, surtout dans un souci démocratique. Et Alors, peut-être en vas-y. complément, si tu me permets, c'est important, même en une réunion en personne, mais encore plus quand c'est à distance, de mettre des règles du jeu assez claires. C'est-à-dire que si vous laissez parler 3 personnes pendant 5 minutes au début et que par la suite vous dites, ah ben là, les interventions, c'est juste 2 minutes. Alors, juste faire attention à ça. Je pense qu'on peut être souple en disant aux gens, ben là, vous avez 3 minutes, puis peut-être être un petit peu souple là, dans l'application, mais dès le départ, les gens, ils savent les balises. Par exemple, un temps limite. Ce n'est pas à moi à le décider, c'est à vous autres à le décider. Deuxièmement, priorité aux gens qui ne se sont pas exprimés. Alors, on leur donne la priorité de parole à la place de donner la parole à une personne qui a déjà parlé 2 fois. Et troisièmement, bien, vérifier là, votre culture. Alors, souvent, il y a des gens qui, dans leur organisation, ils ont une culture alternance homme-femme. C'est les mêmes règles du jeu qui s'appliquent, mais c'est encore plus important d'être précis au début et non pas de laisser aller au début, puis là, on perd le contrôle, puis après ça, ben là, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'on a laissé parler un pendant 6 minutes, puis là, après ça, c'est une règle du 3 minutes qui s'applique. Alors, juste faire attention à ces éléments-là. Super. Tu m'as devancé, c'est exactement ça qui s'en venait. Puis peut-être pourquoi j'ai marqué équitable en gras, c'est parce que, euh, oups, excusez-moi, le partage a arrêté. Oui. OK. Donc, pourquoi j'ai marqué équitable en gras? C'est parce que souvent, ce qu'on voit qui joue dans la dynamique de l'Assemblée générale, c'est qu'on donne des temps égaux aux gens. Et si on veut avoir un souci de rendre notre Assemblée plus dynamique, n'oubliez pas de penser plutôt en termes d'équitabilité. Il y a des gens, par exemple, si votre intention, c'est que les gens se sentent à l'aise de participer, il y a peut-être des gens qui ont des difficultés d'élocution pour quelque raison que ce soit ou qui s'expriment au contraire beaucoup plus vite. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'assistais à un panel électronique dans lequel, bon, ce n'était pas une assemblée générale, mais c'était un panel, puis vous allez voir comment il y a quelque chose qui peut se, se- se- se transférer à une assemblée générale. On avait donné un 5 minutes aux 3 principaux panélistes. La première panéliste qui venait de la Belgique, c'est une dame qui a une capacité de synthèse incroyable. Après un petit peu plus de 2 minutes, elle avait mis la table, puis dit, pour poser le contexte, etc., de quoi elle allait parler. Et là, l'animateur lui a dit, ben, vous avez encore un petit peu plus de 2 minutes et demie.
Puis, ben, elle, le 2 minutes et demie qui restait, ben, moi, elle a perdu mon attention, mais totalement. Autant les 2 premières minutes étaient incroyables, c'était pertinent, j'étais dedans, mais le reste, ben, elle faisait du remplissage, la pauvre. Ensuite, la deuxième personne a utilisé son 5 minutes parce qu'elle s'était préparée, comme disait Normand auparavant, puis c'était juste parfait. Et la troisième personne, c'est une personne qui était latino-américaine, donc qui ne maîtrisait pas tout à fait le français. Elle le parlait, mais des fois, elle cherchait ses mots un petit peu plus. Et aussi, c'est elle qui avait le plus de contenu. Ses expériences en permaculture puis dans le domaine étaient beaucoup plus vastes. Elle avait fait énormément d'expérimentation. Donc, c'était elle qui était euh, la principale invitée, je dirais. Donc, le 5 minutes, c'était loin d'être assez. Après son 5 minutes, elle avait juste légèrement placé la table. Donc, c'est ça que je veux dire par équitable. Euh, si les gens ont besoin d'un petit peu plus de temps ou moins de temps, c'est exactement comme Normand disait, de faire preuve de, de, de beaucoup de flexibilité. Euh, parce que quand on est en présidence d'Assemblée, souvent on donne préséance au contrôle, mais attention à ne pas penser égal, mais plutôt équitable. Et finalement, côté climat, euh, première des choses, c'est l'authenticité, comme on avait vu dans la convocation, dans l'invitation, mais encore plus. Donc, favoriser la bonne entente, l'humour, etc., même si c'est une AGA. Je vous raconte une anecdote très, très rapide. Lorsque j'étais à l'université, euh, pour la première partie de mon université, j'étais à l'UQAM, l'Université du Peuple. Et là, euh, c'était dans le temps bon, en tout cas, un des temps où on avait énormément de manifs. Et on a eu une assemblée générale qui avait duré 5 heures et demie. Et moi qui étudiais en animation et recherche culturelle, le président de l'Assemblée, c'était mon idole. Je me disais, waouh, moi, quand je veux être grand, là, je veux être comme lui. Parce qu'il y avait un contrôle là, incroyable. Le Code Morin, là, il l'avait comme ça. Euh, il avait sur ses genoux aussi un résumé, etc. Mais j'en revenais pas comment il était capable de jongler avec le vocabulaire, puis d'exercer un super beau contrôle. Puis lorsqu'il s'exprimait, c'était super clair. Lorsqu'il reformulait les propos, moi, en tout cas, c'était mon idole. Mais on s'entend-tu qu'après 5 heures et demie, on était plusieurs, on était tannés, etc. Puis on a ajourné l'Assemblée générale 2 jours plus tard, parce que tout le monde était crevé, etc. Et là, 2 jours plus tard, lui, il avait une grosse grippe. Et donc, il y a une fille qui s'est proposée pour faire l'animation. Puis, bon, on l'a tout de suite appuyé parce qu'il n'y a personne qui voulait son rôle. C'était aller se mettre la tête sur le bûcher. Et cette fille-là, Annick, je m'en souviens encore, je n'ai pas son nom de famille, mais en tout cas, Annick, elle a commencé par dire moi, je ne suis pas une présidente d'Assemblée, je n'ai jamais fait ça, mais je compte sur notre volonté de faire ensemble, tout ça. Puis elle, le Code Morin, là, elle savait ni d'Ève ni d'Adam, le vocabulaire, tout ça, question préalable pour toi, pour elle, c'était pas un vote, c'était une question. Puis, en tout cas, elle a demandé aux gens donc de la suivre dans un climat qui était super, super smooth. Puis après 1 heure et 13 minutes, on avait fini, on avait décidé et tout. Seulement parce que plutôt que d'être à cheval sur le contrôle et sur la clarification, ben, elle était plus sur le climat. Puis elle a permis que les gens euh, qui s'exprimaient, mais qui l'aident. Tout le monde allait dans son sens parce qu'on la trouvait sympathique, bienveillante, puis parce qu'elle avait surtout insisté sur c'est quoi l'intention de l'Assemblée générale et non pas les objectifs et l'ordre du jour. Donc, pour dynamiser notre Assemblée, super important d'inciter non pas sur les 2 premiers C, clarification et contrôle, mais plutôt sur le climat. Et quand on parle de climat, on parle non seulement d'inciter sur l'humour, l'authenticité, mais on parle aussi de faire preuve de courage. Courage de nommer les malaises, de permettre le droit à la dissidence, d'exprimer les conflits, d'être capable non seulement d'avoir le courage d'être nous-mêmes, mais aussi de dire qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, les malaises, quand on est en présidence d'Assemblée, des fois, on va s'en tenir à la procédure, puis même s'il y a un malaise, bon, on va continuer. Or, si on laisse faire le malaise grandit. Donc, l'idée, c'est d'avoir le courage de nommer, de verbaliser les tensions, les malaises, et à ce moment-là, notre Assemblée générale va s'en ressentir. Parce que si le climat est là, ça va nous faciliter le contrôle et la clarification. Donc, pour ces 3 C-là, encore une fois, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, parce que j'y vais en mode très éditorial. Oui. Et 2 pièges. Un premier piège, c'est d'y aller
en mode descendant. Souvent, quand on va préparer notre assemblée, on va être, OK, je vais être clair, voici mes stratégies et finalement, voici le climat que je voudrais instaurer. Sauf que si on y va avec cet état d'esprit-là dans notre assemblée générale, euh, on risque de se buter, soit si on commence par la clarification, à une guerre des mots, ou soit si on commence par le contrôle à une guerre de procédure, alors que si on commence par faire en sorte que les gens soient à l'aise, que les tensions primaires soient apprivoisées, que les gens puissent apprivoiser non seulement la plateforme, mais qu'ils puissent se sentir arrivés, qu'ils puissent se sentir reconnus, d'où l'importance de tous les éléments démocratiques mentionnés par Normand, qui sont, oui, peut-être optionnels, mais super importants souvent aussi. Bien, à ce moment-là, si les gens, on a un climat qui est favorable, à ce moment-là, ils vont pouvoir nous aider. Donc, l'approche n'est pas descendante, mais elle est plutôt ascendante. Commencer par le climat et ensuite de ça, le contrôle et la clarification devraient advenir. Ça, c'est le premier piège. Et le deuxième piège, c'est de vouloir jouer au super-héros. Ce n'est pas parce qu'on a le chapeau de présidente, de président, qu'on doit tout faire. Alors, si on ne doit pas tout faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'assurer que tout soit fait et que tout soit fait par les bonnes personnes. Il n'y a rien de mal à ce que des gens puissent prendre des tours de parole ou si nous-mêmes, on n'est pas bon pour faire des blagues, ben, c'est pas bien de s'en préparer. Permettez que les jokers puissent s'exprimer. Ou encore une fois, si on n'est pas à l'aise de résumer une situation, ben, il n'y a aucun mal à se faire aider. Mais encore faut-il qu'il y ait un climat favorable pour que les choses soient faites. Encore une fois, l'imputabilité est super importante. Ce n'est pas de se délester de nos responsabilités, c'est de s'assurer que tout soit fait par les bonnes personnes, plutôt que de le faire nous-mêmes, de se mettre le chapeau de présidence, puis OK, on doit tout faire. Juste s'assurer que tout soit fait et par les bonnes personnes. Normand, tu avais... Non, ça va. On peut passer peut-être à l'autre. Il n'y a pas de Parfait. question. Ça va. Bien là, on est rendu à l'idée du vote. Il n'y a, pas de questions sur la présidence qu'on a déjà vue, puis l'animation. Donc, je cède la parole cette fois-ci à Normand. Alors, la question du processus versus évidemment vos règlements généraux, je reviens encore une fois, il faut les connaître. Et s'il y a possibilité d'enlever certains obstacles pour faciliter, surtout dans le cadre actuel de pandémie, de faciliter une assemblée générale, bien ça, je l'ai dit tantôt, on peut quand même le faire. On essaie de respecter ces processus-là. Là, toute la question, évidemment, des élections, mais ça, on va y revenir un peu tantôt, mais le processus de préparation de l'Assemblée, tout ça. La demande du vote secret, alors ça, encore une fois, il faut voir, dans certains règlements généraux, malheureusement, je le dis bien malheureusement, et c'est une prise de position de ma part, il y a dans certains règlements généraux un membre ou deux membres qui le demandent et automatiquement, on accorde le vote secret. Alors ça, moi, je vous appelle, si c'est dans vos règlements généraux, de peut-être revisiter ça, puis peut-être de suspendre cette question-là pour une assemblée dans le cadre, effectivement, exceptionnellement, dans le cadre de la pandémie, parce que un vote secret, mais là, ça devient difficile, ça devient long, et surtout si on demande le vote secret à répétition dans une même assemblée, que ce soit en personne ou que ce soit, mais particulièrement à distance. Quand on demande un vote secret, bien, ça alourdit la démarche démocratique. Et souvent, il y a des gens qui vont l'utiliser pour justement faire en sorte que l'Assemblée s'allonge et que les gens, tranquillement, pas vite, soit qui partent ou soit qui se débranchent dans le cas de la distance. Et là, à ce moment-là, ben là, ils peuvent faire peut-être passer des points par la suite. On a connu ça dans une certaine période historique dans le mouvement communautaire. Alors, il faut faire attention. Généralement, le vote secret, oui, ça rend les gens plus à l'aise à vraiment s'exprimer sur un sujet quelconque, mais en même temps, il ne faut pas en abuser, mais surtout, il ne faut pas l'accorder s'il y a juste deux personnes sur 35 qui le demandent. Alors, une façon de faire qui n'est pas partagée par tout le monde, c'est est-ce qu'on le met aux voix ou pas, ou bien on demande qu'il y ait un plus grand nombre de personnes qui le demandent. Par exemple, que ce soit 5 ou 7 personnes, ou bien carrément que ça devienne une proposition en bonne et due forme et qu'on le fasse voter par les gens à ce moment-là. Ça dépend encore une fois de vos règlements généraux. La procédure électronique, je peux peut-être laisser Manuel répondre à cette question-là.
Sauf que ce qui est important, c'est quoi la meilleure mesure ou procédure électronique pour favoriser des prises de décision. Manuel disait tantôt, ben, il peut y avoir un vote à main levée à la place de passer par une procédure électronique qui est quand même assez lourde. Mais je vais laisser Manuel faire un petit bout là-dessus. Ça va répondre aussi à plusieurs personnes qui demandaient comment on fait ça, un vote secret, ou est-ce qu'il y a des programmes virtuels pour faire des votes secrets. Euh, donc, c'est intéressant. Bon, d'abord, les plateformes, les différentes plateformes que vous avez, il y a trois façons qui ont été explorées par diverses organisations. Une première façon, si par exemple, vous êtes en clavardage pour faire vos votes, une fois que la présidence, non pas d'assemblée, mais d'élection est faite, ben à ce moment-là, les gens peuvent envoyer un chat secret à cette personne-là qui fait la comptabilisation. Euh, ou encore, mais à ce moment-là, il y a le danger que les gens ne maîtrisent pas bien la plateforme. Parce que s'ils envoient leur vote, plutôt que de l'envoyer à une personne en privé, ils l'envoient à tout le monde, bien, tout le monde, le vote est plus secret. Euh, Deuxièmement, comme procédure, il y en a qui ont fait les chambres secrètes, c'est-à-dire la personne qui fait la présidence de l'Assemblée avec la personne qui est scrutatrice, faire un sous-groupe. Puis là, la personne qui anime la plateforme, ben, faire entrer les gens les membres un par un à voter. Sauf que ça, c'est une procédure qui est assez longue. Ça a été fait par un OBNL, nous, qui avait une vingtaine de membres, puis même si c'était pas beaucoup, c'était quand même long pour que les autres attendent. Il y a comme toute une gestion, fait que je ne suis pas sûr que je suggérais ça. Puis, l'autre chose qu'on a expérimenté, c'est le vote par courriel. Donc, les deux personnes qui sont donc présidente d'élection et la personne qui est scrutatrice, on donne leur courriel et à ce moment-là, on peut envoyer le courriel, on demande aux membres d'envoyer un courriel à ces deux personnes-là qui font la comptabilisation. Donc, c'est une des voies qui a été les plus utilisées. Euh, Évidemment, on sait c'est qui a voté, mais seulement la personne qui est à la présidence et la personne qui est scrutatrice le savent. Évidemment, on peut demander aussi la destruction des courriels. Encore une fois, on met sur la bonne foi. Mais de toute façon, rappelez-vous que même si on est en personne, quand on demande la destruction des votes, des petits papiers, on met sur la bonne foi des gens. C'est rare qu'on voit les gens mettre les petits papiers à la déchiqueteuse et tout, là, ou faire un feu de joie avec ça. Donc, il y a ça. Et ici, dans le chat, dans la plateforme de clavardage, il y a Julie Vachon qui nous disait qu'il y avait des programmes virtuels pour faire des votes secrets. Ça nous intéresse. Donc, avez-vous des préférences? Est-ce que Julie, tu pourrais Oh, merci. Donc, Julie nous a envoyé un lien. Merci tellement. C'est vraiment super, super apprécié. Et oui, il y a les formulaires Google Forms ou encore une fois la plateforme de sondage sur Zoom ou via Webex aussi qui sont utilisés par certaines personnes. Comme ça, ben, on a un vote qui est rapide si les gens acceptent qu'on réponde au sondage. À ce moment-là, j'explique rapidement. Si, par exemple, il y a 3 postes vacants au CA, mais qu'il y a 5 ou 6 candidatures, bien à ce moment-là, dans le sondage, on peut le préparer pour qu'il y ait seulement 3 réponses possibles. Comme ça, tout le monde vote. Et au fur et à mesure, on voit la compilation des votes, puis ça se fait extrêmement rapidement par sondage Zoom ou via Webex. Mais je vais être très curieux d'explorer le lien que Julie nous a Manuel, donné. si tu permets, est-ce que Oui, tu voulais aborder la question des élections après cette partie-là ou on peut en parler maintenant? On en parle vas-y, maintenant? vas-y. Oui. Alors, encore une fois, je suis un peu fatiguant. Allez voir vos règlements généraux parce que là, il y a différentes situations. La situation, je dirais, standard, c'est il y a 5 postes. Il y a 5 postes qui se libèrent, il y a 5 personnes qui se présentent. À ce moment-là, sont élus par acclamation. Alors, dans ce cadre-là, oups, on vient de perdre. Excusez-moi. Alors, dans ce cadre-là, évidemment, il n'y a pas de problème. Ça va assez bien parce que c'est élu par acclamation.
De plus en plus, il y a des organismes qui mettent dans le règlement généraux ce qu'on appelle la chaise vide. Bon, c'est quoi cette patente-là? Alors, la chaise vide, c'est quoi? C'est que même si vous avez 5 postes de libre, 5 personnes qui se présentent, il faut qu'ils passent en élection pareil, par bulletin secret. Il faut qu'ils recueillent 50 plus 1. Chaque personne pour être élue. Alors, ça serait possible, par exemple, que 4 personnes soient élues parce qu'ils ont 50 plus 1, mais une personne remporte seulement 40 %. Donc, l'organisation préfère avoir une chaise vide que d'avoir cette personne-là qui n'a pas remporté 50 plus 1. Alors, dans le cadre actuel, ce que je suggère, parce que ça peut être très fastidieux de passer par un processus de vote, alors peut-être demander l'unanimité pour ne pas appliquer cette règle du jeu-là. Mais je répète, l'unanimité et de façon exceptionnelle dans le contexte actuel. Mais si les gens veulent quand même l'appliquer, ils peuvent l'appliquer. Là où ça se complique un peu aussi, c'est qu'il y en a que la présidence est élue, puis les autres postes s'ouvrent tout en même temps. Donc, 2 personnes se présentent à la présidence, par exemple. Alors là, il y a un vote sur la présidence. Puis là, après ça, on fait un deuxième vote pour ouvrir tous les autres postes. Généralement, ben, c'est si il y a 4 autres postes, ben, il y a 4 personnes qui se présentent, c'est élu par acclamation. Par contre, s'il y a 5 personnes qui se présentent pour les 4 autres postes, ben, il faut passer une élection. Alors, vous voyez que des fois, ça peut être fastidieux. Comme président de l'Assemblée, moi, je pose toujours la question, étant donné qu'il y a 5 personnes, il y a 4 postes, est-ce que tout le monde maintienne leur candidature? Et souvent, il y a des gens qui voient ça, puis ils disent, ah, c'est correct, d'abord, je vais me reprendre l'année prochaine, ou bon, c'est pas grave. Fait que, encore une fois, une souplesse d'application de vos règlements généraux dans le cadre actuel, sauf qu'il ne faut pas créer de précédent qui fait que ça affaiblit la démocratie et la transparence. Merci, Normand. Il y a une conversation intéressante sur Zoom. D'abord, les sondages sur Zoom, on peut ne pas diffuser les résultats et donc l'autre peut recevoir les résultats du sondage seulement, puis après ça, choisir de partager seulement à la fin. C'est vrai que c'est une belle façon de faire, rapide. Les formulaires Google Forms, nous dit Nicolas Bourgeois, qui sont intéressants, puis secrets et rapides. Tout à fait, encore une fois, il faut juste décider euh, de, 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 euh, de notre présidence, je dirais, d'élection avant. Comme ça, ben, la procédure se fait beaucoup plus rapidement. Et il y a Raphaël Petitjean Oui, qui pour la demande, dernière question, Normand. je peux y répondre. Alors, la traçabilité, évidemment, des votes durant un an, non, ce n'est pas une obligation légale. Il n'y a pas rien par rapport à ça, sauf que s'il y a une contestation à faire par un des candidats ou une des candidates, il faudrait que ça se fasse dans l'immédiat. On ne peut pas attendre une semaine plus tard. Parce que normalement, la présidence des élections détruit les bulletins tout de suite après l'élection. Donc, si une personne veut contester les élections ou le résultat des élections, il faut que ça se fasse à l'Assemblée comme telle. Tout à fait. Peut-être une dernière chose par rapport à cet aspect-ci. C'est l'élection. Avant, on disait les officiers, mais maintenant, je peux peut-être te laisser aller pour ça, Normand, à la fin des administrateurs. Bon, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire Dirigeants. que ce qu'on appelle les dirigeants, auparavant, on appelait ça officiers, mais ça venait de l'armée, fait qu'on a enlevé ça. Alors, les élections des dirigeants, encore une fois, généralement, dans vos règlements généraux, c'est le conseil d'administration à sa première rencontre qui fait l'élection des dirigeants. Normalement, les postes de dirigeants, même si c'est des mandats de 2 ans au conseil d'administration, normalement, les postes de dirigeants, c'est pour 1 an. Donc, après chaque assemblée générale, il faut revisiter, est-ce qu'on maintient les gens, les mêmes personnes en place, est-ce qu'on change ça, tout ça. Alors, mais encore une fois, ça dépend de vos règlements généraux. Il y a des règlements généraux qui sont un peu sur le mode syndical. Puis, je ne suis pas une critique quand je dis ça, là, mais sauf que chaque poste est élu poste par poste, le président, le trésorier, etc. Et il y a même des conseillers numéro 1, conseiller numéro 2, conseiller numéro 3. Alors, quand vous passez poste par poste, s'il y a juste une personne, c'est élu par acclamation, à moins d'avoir un processus de chaise vide. Mais c'est pour ça que les dirigeants, normalement, ou en tout cas généralement, c'est le CA qui décide.
mais c'est selon vos règlements généraux, encore une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à cette étape-ci? Encore une fois, Julie, merci beaucoup de ton partage. Bien hâte d'aller voir ça tout de suite après. Donc, avant de terminer, ça va vous laisser le temps aussi de voir si vous n'avez pas d'autres questions. Juste pour les gens qui sont moins familiers avec le site Web ou le Centre Saint-Pierre en tant que tel, en ce temps-ci, on offre un soutien à distance et la première heure est gratuite. Donc, super important. Donc, on peut vous aider sur le plan, bien, sur plusieurs plans. Et comme la première heure est gratuite, plusieurs organisations s'en prévalent. Ensuite, il va y avoir d'autres webinaires, deux qui s'en viennent le 5 juin. La conciliation travail, famille, vie personnelle, spéciale pandémie. Et le 9 juin, c'est la confiance et le travail à distance, défis et leviers qui s'en viennent donc très, très, très bientôt. Et finalement, il y a un service qui est offert pour les gens qui ont besoin d'un soutien psychologique. C'est un service qui est temporaire jusqu'au 3 juin pour l'instant, à moins que Centraide décide de le prolonger. Donc, au Centre Saint-Pierre, on a aménagé un service d'écoute et de soutien téléphonique qui est entièrement gratuit tous les jours de semaine de 9h à 17h. Et il y a des moments dans lesquels, si vous consultez notre site Web, vous pouvez y aller également dans plusieurs langues, anglais, arabe, portugais, espagnol, à plusieurs moments. Donc, si vous connaissez des gens ou même des couples qui vivent dans le Grand Montréal, qui vivent du stress, de la détresse, de l'anxiété, vous êtes les très bienvenus pour profiter de ce service entièrement gratuitement. Alors, Alors, peut-être avant que les gens quittent, s'il y a d'autres questions, il n'y a pas de problème, mais avant de quitter, si vous pouviez nous juste écrire une petite appréciation, est-ce que ça a répondu à vos attentes, par exemple, ou etc. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, mais pour nous, ça peut nous permettre d'améliorer nos présentations. Alors, Puis, Manuel? juste vous dire aussi que le webinaire ici, Normand l'a dit tantôt, mais je le répète, c'est qu'il va être disponible sur YouTube et donc, soit sur notre site web, il va y avoir un lien, mais encore plus simple, sur notre page Facebook du Centre Saint-Pierre, euh, tous les webinaires vont être disponibles. Alors, on retourne au chat. Merci à vous. S'il y a des questions supplémentaires aussi, vous pouvez nous écrire directement à Normand et moi par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous répondre s'il y a des choses plus spécifiques. C'est vrai que ce qui est pertinent pour les assemblées générales virtuelles est pertinent pour les assemblées générales en personne aussi, tout à fait. Alors, si les gens veulent quitter, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre patience. Je sais qu'il nous reste un petit peu de temps. Alors, s'il y a des gens qui veulent quand même continuer à poser des questions, on va demeurer en ligne quand même là, quelques Il y a, minutes. il y a Joanne Simard qui aurait aimé avoir des idées concrètes pour que votre assemblée générale soit dynamique de façon virtuelle. On vous invite peut-être à vous prévaloir de ce service de consultation gratuite parce que à chaque fois l'idée la plus simple, c'est que là, on vous a dit les principes généraux, donc avec les moteurs, avec le cadre légal, le cadre démocratique, mais c'est en parlant avec vous qu'on peut voir comment dynamiser chacune des étapes. Parce que on s'est rendu compte, ce webinaire-ci a été donné, par exemple, à une confédération la semaine passée, puis on se rendait compte que chaque organisme avait des façons différentes de faire son assemblée. Donc, les trucs ou astuces spécifiques étaient très différents d'une à l'autre. C'est pour ça qu'on a choisi, Normand et moi, de s'en tenir à un cadre général. Et pour les idées spécifiques, on est très prêt à vous aider. On peut se prévoir un temps pour vous suggérer justement des activités, des stratégies vraiment précises. Ça va nous faire plaisir. Merci. Donc, notre PowerPoint ne sera pas disponible. Par contre, la vidéo de ce webinaire va l'être sur YouTube. On ne peut pas parler à la place de notre responsable de communication au Centre Saint-Pierre, mais dans les prochaines semaines, j'ose croire. Fait que
petit peu de patience, puis ça s'en vient. Merci. Merci. Alors, au plaisir, Merci, tout le au monde. revoir. Et puis, le document, les documents, ça, oui, ça va pouvoir vous être envoyé par courriel. Ça va nous faire un grand plaisir. Portez-vous bien, tout le monde. Alors, Manuel, on reste en 2 minutes. Avec plaisir. On va attendre que les gens se débranchent. Merci beaucoup de vous débrancher. Bonne journée, bonne fin de semaine. Au plaisir.